Bonjour à tous. Alors, premier focus que je vous propose, c'est quelques exemples opérationnels, largement utilisables aujourd'hui pour réduire la dépendance des systèmes de culture aux produits phytosanitaires utilisables en grande culture. Alors, en fait, pour moi, il y a 4 leviers sur lesquels on est armé. Ça ne veut pas dire qu'on est capable de répondre à toutes les problématiques, mais pour lequel on a quand même un minimum de connaissances actuellement. Donc, ça recouvre le levier de prophylaxie, la lutte génétique, la lutte mécanique avec un exemple plutôt focalisé sur le désherbage mécanique du maïs, et la lutte biologique avec le seul exemple disponible actuellement en grande culture, le trichogramme sur maïs. Alors, premier élément, premier zoom sur la prophylaxie avec l'exemple de la pomme de terre. Donc ce n'est pas forcément des travaux réalisés actuellement par Arvalis, c'est plutôt à la fois des travaux anciens de tous les intervenants en matière de recherche, donc beaucoup de travail de bibliographie qui permettent en fait d'identifier des axes comme par exemple la rotation ou les techniques d'implantation qui vont pouvoir avoir des effets limitant le développement de certains bioagresseurs. Donc ici 2 tableaux présentés sur les ravageurs et les principales maladies de la pomme de terre. Le petit graphique en bas est en fait issu d'un travail de Rothamsted qui montre, toujours en matière de prophylaxie sur la pomme de terre, que plus le niveau de présence de la pomme de terre dans le territoire est important, plus on a une vitesse de progression du mildiou, et c'est encore pire lorsqu'il y a beaucoup de présence de tas de déchets dans le paysage. Donc des choses qui sont connues, mais qui ne sont pas forcément encore aujourd'hui mobilisées en matière de protection par tout à chacun. Lutte génétique, c'est sans doute ce qui est aujourd'hui le mieux connu. Donc ici, c'est un exemple sur le blé tendre. On est capable, en fonction du niveau de sensibilité de la culture et du niveau de nuisibilité attendu de la maladie sur la région, ici d'un groupe de maladies, on est capable de proposer des itinéraires de protection adaptés, donc qui peuvent aller de 3 à 1 traitement selon, bien sûr, le niveau de risque des différentes maladies en présence. La difficulté, c'est d'appliquer en fait à l'échelle d'une exploitation ces recommandations. Alors déjà, il y a le travail d'adaptation au cours de saison qui est nécessaire. Et là, on regarde, sur des analyses pratiques de culture, on regarde quel est le niveau finalement d'adaptation de la protection fongicide au niveau de sensibilité des variétés. On s'aperçoit que ce n'est pas forcément mis en pratique. Donc il y a sans doute des freins à la multiplication des programmes fongicides à l'échelle d'une exploitation. Autre élément sur la génétique qu'on maîtrise relativement bien, c'est l'évolution des niveaux de sensibilité des variétés, toujours sur le blé ici, avec 3 variétés, Apache, Clé et Toison d'Or. Évolution de sensibilité de ces variétés sur, ici, la rouille jaune, en fonction de l'évolution des souches de rouille jaune présentes sur le territoire. Donc aussi des éléments très importants pour tenir compte du niveau de protection. Troisième focus, le désherbage mécanique. Donc des travaux qui ont été menés non seulement sur les céréales à paille, printemps-hiver, également sur maïs, des travaux qui sont relativement anciens et qui aboutissent à ce genre de grille d'aide à la décision, présentant de façon comparative des désherbages entièrement chimiques comparés à du désherbage mixte ou du désherbage entièrement mécanique, donc avec des éléments qui permettent de façon, par une analyse multicritère, d'aider l'agriculteur à faire ses choix. Alors les 2 cartes du haut vous montrent des études récentes sur les jours disponibles, sachant qu'effectivement, passer un pulvérisateur, c'est de l'ordre de 5 à 10 minutes par hectare. Lorsqu'on est sur une bineuse, on va être sur un itinéraire entièrement mécanique, on va être entre 1h et 1h30 de travail à l'hectare. Donc évidemment, important de coupler ça à des risques climatiques et à la possibilité de faire intervenir l'outil au bon moment. Donc c'est pour vous donner quelques illustrations des travaux qui existent et qui sont aujourd'hui déjà diffusés. Et puis dernière illustration, lutte biologique, je vous le disais, c'est le seul exemple vraiment de lutte biologique à grande échelle en grande culture. Donc ça concerne l'utilisation d'une petite guêpe qui va permettre de lutter de façon biologique contre la pyrale du maïs, et retenir qu'actuellement sur l'ensemble des hectares qui sont traités, donc à peu près 20 à 25% de la surface en maïs chaque année, on a un quart de ces surfaces qui sont traitées avec ce type de technologie. Alors maintenant, focus sur les axes de recherche en cours. Je rappelle que tous ces axes sont travaillés avec des partenaires. Et là, on est plutôt dans la prospective. Pour que ça ne soit pas un catalogue un peu complexe, j'ai choisi de faire une entrée par échelle, donc de la plante jusqu'au territoire. Alors au niveau de l'échelle plante,
Bon, 2 grands axes, pour faire vraiment très synthétique, sont travaillés au niveau de l'Institut, donc avec des partenaires. Donc au niveau du gène, de la connaissance des résistances, donc ça c'est bien sûr des travaux qui se poursuivent avec des appuis à des recherches assez fondamentales sur des gènes de résistance. Et ça concerne les bioagresseurs, pas seulement les maladies. Donc il y a aussi un des travaux qui nous intéressent sur les approches insectes et aussi architecture du végétal, dont Antoine en a parlé. On peut penser que demain, mieux connaître l'architecture ou agir en termes génétiques sur l'architecture pourra être un frein à l'évolution des maladies. Et puis un axe qui est très important pour l'Institut, parce qu'on a 3 programmes de recherche en cours, et ça concerne à la fois le blé, le maïs et la pomme de terre, sur les stimulateurs de défense des plantes. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir agir sur la plante, donc sur la physiologie de la plante, sur les mécanismes internes à la cellule, de façon à ce que la plante réagisse et rentre dans un état d'autodéfense vis-à-vis des bioagresseurs. Donc ça concerne pour le moment nos travaux de recherche essentiellement les maladies, mais dans la littérature on trouve aussi des axes intéressants de stimulation contre les ravageurs. Alors là je vous ai mis un petit graphique, alors c'est pas très visible, vous allez me croire sur parole. Donc sur pomme de terre, l'utilisation d'un stimulateur qui n'est pas encore homologué, donc on est bien dans la prospection. Vous avez ici l'évolution de la maladie sur le témoin. Vous avez en rouge ici l'évolution de la maladie sur un témoin traité chimiquement, classiquement, et donc bien traité. On voit qu'il craque vraiment en toute fin de cycle. Et vous avez ici, en fait, avec cette petite accolade, des réductions de jusqu'à 33% de l'application à dose normale du produit phytosanitaire, couplé avec un stimulateur de défense des plantes. Donc aujourd'hui, en pomme de terre, on a des stimulateurs de défense des plantes efficaces et qui permettent de réduire de façon très importante le niveau de protection, le niveau d'utilisation de produits phytosanitaires. Travaux à l'échelle du couvert, donc je change d'échelle, donc je m'intéresse cette fois-ci plus à la plante, mais bien à un ensemble de plantes dans un couvert végétal. Et là, 2 grands axes pour faire encore très schématique. L'architecture, avec une approche prophylaxie, comprendre comment l'émergence des feuilles, alors c'est travailler essentiellement sur le blé tendre et la septoriose, comprendre comment l'émergence des feuilles peut avoir une incidence sur le développement de la maladie, l'incidence du port sur la progression de la maladie de feuille à feuille. Donc là, plutôt approche prophylactique. Et puis une autre approche qui est plutôt liée à la tolérance, comprendre comment finalement un fort niveau de végétation peut être une source de tolérance pour une plante et donc à un niveau de dégâts équivalent, introduire moins de pertes de rendement. Donc ça, c'est un autre axe de recherche avec un projet de thèse avec l'INRA et Nottingham, je crois. En association variétale, donc les fameux mélanges variétaux, donc là, on a remis en place avec l'INRA une thèse, sachant qu'il y a toujours des questions un petit peu sur ce sujet-là. Donc l'idée est de travailler avec des mélanges de variétés sensibles et résistantes et de voir dans quelle mesure ça peut être un frein à l'évolution de la septoriose sur le blé. Donc on est toujours sur le blé cette fois-ci. Et puis toujours des grosses questions sur la valorisation possible, bien sûr, dans les filières de ce type de mélange. Mais le travail a été engagé parce qu'on a des discours assez clairs sur l'impact de ces mélanges sur les maladies de type rouille. Mais en septoriose, qui est quand même la principale maladie du blé, on est quand même très très démunis. Et on ne sait pas si, même si aujourd'hui on voit bien qu'il y a un effet du mélange sur le niveau de progression de la maladie, est-ce que ça permettra d'aller jusqu'à ajuster le traitement fongicide? Rien n'est moins sûr. Toujours à l'échelle de la parcelle, qu'est-ce qu'on peut faire à l'échelle vraiment de la parcelle et de son environnement très très proche? Bon, 3 grands volets. Un volet toujours sur les modèles, les grilles de risque, c'est un facteur, on l'a dit tout à l'heure, un levier très important. Mieux connaître la biologie des ravageurs ou des maladies, et derrière connaître les facteurs favorisants et défavorisants, c'est s'ouvrir tout un panel de solutions de prophylaxie. Bon, là, un petit graphique qu'on a mis sur la lutte contre les taupins. Par des enquêtes, on est capable de voir l'effet, par exemple, des rotations. Le biocontrôle, donc on commence à le travailler
plutôt sous l'angle auxiliaire, mais là encore une fois, pas de choses très opérationnelles aujourd'hui. On est vraiment dans la recherche de comment le paysage peut aider à favoriser un certain nombre d'auxiliaires, comment gérer à la fois l'auxiliaire, le ravageur et la nourriture pour l'auxiliaire pour que tout soit combiné à la même, que les cycles soient cohérents. Donc là, il y a des travaux un petit peu fondamentaux. On travaille sur des champignons entomopathogènes, des nématodes entomopathogènes. Donc on va un peu à la pêche à différents outils. Et les biopesticides, c'est-à-dire plutôt des pesticides d'origine naturelle, pas forcément végétale. Et puis un axe là qui nous engage sur du plus long terme, ce qu'on appelle l'écologie chimique. Donc l'idée, c'est de comprendre pourquoi un ravageur est attiré par la culture et pas par la haie voisine ou une culture voisine. Donc c'est basé en fait sur les composés volatiles que le végétal émet dans l'atmosphère et qui sont reconnus par le ravageur. Donc il y a notamment, alors c'est pas tout un axe de recherche à partir en fait des antennes des ravageurs. Donc on va travailler avec des électrodes placées sur le bout des antennes des ravageurs et on fait passer des composés volatiles devant la tête du ravageur et on essaye de regarder quels sont les signaux qui sont émis par les antennes et comme ça de trouver les substances soit répulsives, soit au contraire attractives. Donc de cette façon, on travaille actuellement sur la bruche de la fève de la févrole avec tout un ensemble de substances candidates qui ont été déterminées en 1 an. Alors c'est des travaux avec l'INRA de Versailles, des travaux assez fondamentaux, mais qui ouvrent vraiment des perspectives de lutte nouvelles. On imagine bien sûr génétiquement, si demain on est capable d'avoir une févrole qui n'attire pas la bruche, ça sera intéressant. On imagine aussi des voies par les plantes pièges. Pourquoi pas mettre des plantes qui vont attirer la bestiole au détriment de la culture ou toutes les techniques de confusion avec donc des substances chimiques identiques à cette substance attractive. Et puis travaux à l'échelle, toujours à l'échelle de la parcelle, mais avec une notion de rotation. Bon, je vais accélérer. Il faut savoir qu'on essaye de travailler ce qu'on appelle les plantes de service, notamment les couverts intermédiaires. Est-ce qu'ils peuvent avoir des effets bénéfiques sur un certain nombre de bioagresseurs ? Bon, actuellement, on travaille notamment le rhizoctone, la moutarde contre le rhizoctone de la pomme de terre, sans grand succès. Alors là, c'est pareil, ça ne va pas être très lisible. Vous avez ici une variété. Donc en jaune, ça représente en fait la rotation avec la moutarde et donc l'indicateur étant le niveau d'attaque du rhizoctone. Donc on n'a pas d'effet pour le moment. Donc on sait que dans la littérature ça fonctionne, on a trouvé des informations, mais sur l'expérimentation qu'on a pu mener là depuis 2 ans, pas de résultats très probants. Donc on voit que c'est des technologies, des techniques qui demandent à être encore largement travaillées. À l'échelle de rotation, on a tout un ensemble d'expérimentations. On a eu et on a encore des expérimentations de type système. Bon, là, c'est un focus sur des résultats en blé où on voit qu'une baisse de 20% des charges opérationnelles entraîne environ 10% de baisse de rendement. Donc c'est justement pour essayer de trouver d'autres axes de la protection en fait, intégrée du blé qu'on est amené à travailler sur des axes plus analytiques. Alors à l'échelle du territoire, je vais vous faire 2 illustrations. Donc c'est une première illustration avec un modèle mis au point avec l'INRA de Rennes. On a une thèse en cours actuellement de dispersion des pucerons. Donc très important de connaître l'analyse de risque pour en fait être capable finalement de proposer des interventions à bon escient. Donc ce modèle permet à partir de foyers primaires plutôt sur l'ouest de la France de voir comment ça peut évoluer dans le temps en fonction des conditions climatiques et des facteurs environnementaux. Et puis l'autre axe sur la partie droite de la diapo concerne également toujours à l'échelle du territoire des travaux sur la résistance, la durabilité des résistances variétales. Donc on sait très bien qu'aujourd'hui on a des résistances qui s'émoussent au fil du temps. Alors là, sur ce graphique qui est peut-être un peu compliqué, mais qui est issu de travaux de l'INRA sur Soissons, on voyait qu'en fait, lorsque Soissons était très présent sur le territoire, on avait un niveau de résistance à la rouille brune de cette variété qui était très faible. Et au fur et à mesure que Soissons a commencé à disparaître des assolements, on a été capable de lui mettre un niveau de tolérance plus élevé. Donc ça, c'est la courbe rouge. Et puis les autres courbes indiquent en fait, ici en bleu, un pathotype qui était très inféodé à Soissons. Donc lorsque Soissons a disparu du paysage, ce pathotype de la rouille brune a également disparu des paysages. Donc ça, c'est des recherches aussi très intéressantes
qui ouvre en fait les perspectives de peut-être essayer de mieux agencer dans un territoire donné, donc peut-être à l'échelle d'une coopérative, de voir comment on pourrait essayer de rendre plus durables les résistances variétales en ayant une variabilité plus importante des gènes de résistance présents sur le territoire. Donc là, il y a un gros projet de recherche, il y a plusieurs projets également dans le cadre du GIS Grande Culture et un projet de thèse sur le sujet. Donc juste en termes de conclusion, on a vraiment besoin d'innovation dans tous les domaines. Donc on parlait d'OGM tout à l'heure, ça en fait partie, mais les variétés, les produits phytosanitaires bien évidemment, les biomolécules, tout ce qui est lutte biologique, auxiliaire, enfin tout ce que je vous ai raconté, l'agroéquipement, les capteurs, tout ça va demain être particulièrement intéressant pour nous. Donc vraiment besoin d'une recherche pragmatique, conquérante et surtout solidaire parce que il faut essayer d'éviter les querelles de chapelle. Donc on a besoin de couvrir toutes les échelles, les approches analytiques et systémiques sans parti pris, concentrer les compétences, équilibrer les ressources entre les différentes approches. Aujourd'hui, c'est peut-être pas tout à fait le cas. Et puis éviter de regarder derrière. Je ne pense pas que le blé qu'on a dit rustique, qui aboutit à 10% de rendement en moins, soit l'avenir aujourd'hui de la protection intégrée. On a mieux à imaginer. Alors j'aurais quand même quelques points de vigilance. C'est l'inclusion de toutes ces nouvelles techniques dans les outils d'aide à la décision. Là, il y a quand même un gros pas à franchir. Les stimulateurs défense de plantes dans Mileos, on n'y est pas. L'évaluation multicritère, je le disais en introduction, attention à ce que ces nouvelles techniques ne soient pas celles qui seront décriées demain. Donc quand on travaille sur des luttes biologiques, attention à bien examiner tous les effets non intentionnels. Et puis, un point de vigilance très important actuellement, c'est le fameux NODU biocontrôle. Donc, je vous rappelle que le NODU, c'est l'outil qui permet de mesurer en fait la capacité de la France à répondre à son plan Ecophyto 2018, donc qui mesure la réduction de l'utilisation des phytos à l'échelle de la ferme France. Donc, l'objectif étant qu'il soit réduit de 50% entre 2008 et 2018. Si possible. Et parallèlement, il existe un NODU biocontrôle qui, lui, a vocation à grimper dans le même délai. La difficulté, c'est qu'aujourd'hui, les stimulateurs défense des plantes ne sont pas intégrés à ce NODU biocontrôle. Donc tous les travaux dont je vous ai parlé, qui sont plutôt intéressants et prometteurs, risquent aujourd'hui d'être mis à mal dès lors qu'ils seront classés dans le NODU qui est censé baisser. Donc un gros point de vigilance là important. J'ai fait un petit exercice en me disant quel serait l'itinéraire de protection intégrée qu'on pourrait proposer. Alors en pommes de terre, je dirais pratiquement, on a déjà pas mal de choses. Si on travaille un peu plus sur la prophylaxie, notamment tout ce qui est gestion des repousses et des déchets à l'échelle du paysage, ce qui n'est pas forcément très évident, mais qu'on s'organise mieux collectivement, qu'on continue à travailler avec des outils d'aide à la décision qui permettent vraiment d'appliquer les produits à bon escient, on connaît les variétés les plus tolérantes, et que demain, ces fameux stimulateurs de défense des plantes seront homologués et dans la bonne case du NODU, on répond déjà à tout un panel de méthodes de protection qui répondent largement à la définition de la lutte intégrée. Alors après, il y a toujours des travaux à faire sur le défanage. On sait que demain, nos produits chimiques de défanage de la pomme de terre sont très menacés, donc encore des travaux à mener pour essayer d'améliorer les techniques alternatives ou qui seront combinées aux rares défanants chimiques qui nous restera. Sur le blé, on est quand même un petit peu moins armé, on est un peu plus dans la prospective. Donc là, je me suis un peu lâchée en me disant peut-être que demain, on semera du blé dans une culture intermédiaire gélive qui sera capable de nous aider à lutter contre le piétin échaudage, ce qui nous permettra de garder, si nécessaire, des rotations courtes. On aura une variété qui sera tolérante à l'averse, aux cécidomies et peut-être avec un pouvoir couvrant intéressant. Donc c'est aussi des axes sur lesquels on travaille. Elle sera protégée, la semence sera protégée, semée à la bonne date et à la bonne densité par rapport au contexte régional. Par contre, du fait de la présence de la culture intermédiaire, on n'aura pas de désherbage à l'automne, mais peut-être un passage mécanique au printemps avec du rattrapage chimique et peut-être par un robot. Là, je vous ai mis un petit robot. Ça aussi, c'est des axes sur lesquels on fait de la veille. Donc demain, il y a de l'agroéquipement avec des capteurs qui permettront de faire des choses beaucoup plus ciblées. Voilà. Et puis en matière de protection contre les maladies, on va continuer à travailler avec des outils, des modèles, des stimulateurs de défense des plantes. On commence à avoir des résultats aussi intéressants en blé. Je ne vous l'ai pas montré parce que c'est plus prospectif. Et puis donc une protection qui sera complètement adaptée à la sensibilité de la variété. Et puis à proximité de la parcelle, des plans de piège
qui vont permettre d'être attractives, par exemple des pucerons, avec derrière aussi des haies qui vont nous aider à avoir un peu plus d'auxiliaires dans nos parcelles, sachant que la variété qui aura été choisie dans un contexte collectif au sein de la coopérative ou du négoce pour essayer de mieux gérer la durabilité dans le temps. Donc on est un petit peu moins armé en blé, comme vous le voyez, un petit peu plus dans la prospective. Et je n'ose pas vous mettre un calendrier sur notre capacité à répondre à toutes ces idées, mais tout ce que j'ai dit là, c'est quand même déjà engagé.